Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 15 juin 2021, au sommaire ce soir. Le Lyon-Turin était une nouvelle fois au cœur des débats ce lundi à Chambéry, siège de la 61e conférence intergouvernementale. Cette réunion franco-italienne a permis aux deux pays d'avancer concrètement sur plusieurs dossiers pour les prochaines années concernant la future liaison transfrontalière. Et puis notre série de la semaine est consacrée aux 60 ans du Festival international du film d'animation qui a officiellement débuté ce lundi. Ce soir, un focus sur Michel Oslo avec une exposition pour découvrir l'univers du réalisateur de la série de films à succès, Kirikou. Je vous disais en titre, ce lundi à Chambéry se tenait la 61e conférence intergouvernementale, un rendez-vous franco-italien majeur qui vise à avancer sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Cette réunion de travail était très attendue et elle a permis aux deux pays de dessiner la marche à suivre pour les prochaines années pour ce grand projet transfrontalier. Emmanuel Jaude était sur place. Petit à petit, la liaison ferroviaire Lyon-Turin se concrétise. Réunis à Chambéry, les acteurs du projet se sont engagés ce lundi à avancer sur plusieurs points et ce, d'ici la fin de l'année. È un momento molto importante perché dopo 2 anni. C'est un moment très important car après 2 années marquées par le Covid et l'indécision de nos deux pays, on arrive enfin à concrétiser un acte de décision fort. Concretizzare un atto di decisione forte. Cela signifie planifier toutes les différentes interventions, définir une programmation économique qui prévoit, quand elles seront réalisées. Definire una programmazione economica. Ce travail important nous permet avant tout de prévoir ensemble à l'horizon 2030 quand le tunnel de base, mais aussi ses accès, seront disponibles. Con anche gli accessi disponibili. Si les premiers coups de pioche remontent à plus de 6 ans déjà, il reste beaucoup de travail avant d'apercevoir le bout du tunnel. Chaque signature étant un pas de plus vers la concrétisation de ce projet chiffré à plus de 8 milliards d'euros. Il y a des aspects de qualité, des aspects de quantité qui sont très mêlés l'une à l'autre, non? Et donc nous avons pris l'habitude de donner le même niveau d'importance à toutes les étapes et à tous les outils des choses qu'on va mettre en place. Au-delà de plusieurs contrats passés entre les deux pays, des groupes de travail ont également été créés, notamment pour réfléchir à la revalorisation de tous les matériaux excavés. Tout ne va pas aller dans le béton. Il y a peut-être des choses qui iront dans le remblai. Mais en tout cas, ces matériaux sont des matériaux importants et pour nous correspondent parfaitement à une sorte de symbolique. On veut que ce soit tel en tête qui est maître d'ouvrage du tunnel de base et les deux pays, la France et l'Italie, souhaitent qu'effectivement ce soit quelque chose d'exemplaire puisqu'on réutilise des matériaux. Au lieu de les transporter, comme disait le préfet pendant la CIG, par des camions qui font comme ça sans arrêt. Enfin, un travail de réflexion vient d'être lancé afin d'améliorer la sécurité et l'efficience de la vieille galerie du Fréjus, toujours en activité depuis 150 ans cette année. La ville de Genève accueillera ce mercredi un sommet diplomatique avec en point d'orgue une rencontre entre Joe Biden, le président des États-Unis, et Vladimir Poutine, son homologue russe. Pour l'occasion, le quartier du parc de la Grange a pris des airs de No Man's Land et la circulation sera très fortement perturbée. La police genevoise conseille vivement à la population de limiter ses déplacements dans ce secteur et de privilégier le télétravail. Social, les semaines se suivent et se ressemblent pour les personnels de santé du centre hospitalier Annecy-Genevois. Ce mardi midi, ils étaient encore une centaine à s'être mobilisés pour réclamer notamment des meilleures conditions de travail ainsi qu'une meilleure répartition des salaires après les conclusions du Ségur de la santé. Après le parvis de l'hôpital d'Annecy, le cortège a pris la direction de l'ARS Haute-Savoie à Annecy où plusieurs représentants avaient rendez-vous dans l'après-midi avec le directeur territorial. Un mot sur la vaccination à présent. Depuis ce mardi, elle est étendue aux jeunes de 12 à 17 ans. Ce sont près de 5 millions d'adolescents qui sont désormais éligibles. Les volontaires seront donc soumis au même processus que les adultes et recevront le vaccin Pfizer. Seule différence à noter, la taille de l'aiguille. Même s'il peut paraître anodin, ce geste reste néanmoins encadré par l'accord oral de l'enfant, mais aussi par celui de ses deux parents, comme nous l'explique le médecin référent du centre de vaccination de la Balme de Sillingy, au micro de Marine Schneider. Les conditions requises maintenant que l'AMM de Pfizer a été prorogée à cette catégorie d'âge, c'est l'autorisation parentale. En théorie, il faut l'autorisation des deux parents pour pouvoir vacciner les enfants, ainsi que l'approbation orale lors de la vaccination de l'enfant. Si un des parents n'est pas présent, il faudra absolument que le parent présent atteste sur l'honneur que l'autre parent est bien dans la même optique que lui et qu'il veuille la vaccination.
Ce sont deux conditions. Il faudra en plus qu'ils nous fournissent leurs pièces d'identité pour pouvoir valider leur signature. Découvrir la nature en rendant hommage aux résistants à travers le devoir de mémoire, tel pourrait être le credo de Randoglières, une opération organisée par le Conseil départemental de Haute-Savoie. Cette année encore et durant 4 jours, des élèves d'école primaire ont pu arpenter le plateau des Glières autour d'ateliers et de randonnées. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Ils se sont glissés dans les pas des maquisards du plateau des Glières, au lieu national de la résistance. Et comme chaque année depuis 1998, plus de 2000 élèves des écoles primaires publiques et privées de Haute-Savoie ont participé à Randoglières. Au programme cette année, randonnée sur les sentiers du plateau et animation consacrée à la découverte de la nature, des alpages, du paysage, de la randonnée et de l'histoire. On a marché, et moi j'aime bien marcher. On a fait des ateliers, on a joué un peu avec les copains. On a regardé le monument, on a expliqué le monument, à quoi il constituait. Et on a expliqué des choses sur la résistance et des techniques qu'ils faisaient. Se retrouver ici dans un endroit magnifique avec des enfants enjoués, heureux, qui ne voient pas les kilomètres franchis et qui sont juste bien. Oui, ça fait du bien. Et à la fois, ils savent pourquoi on est là, donc c'est ce qui me paraît intéressant. Encadré par un accompagnateur en montagne diplômé, chaque journée a été marquée par des rencontres, des échanges et la volonté des enfants de concrétiser sur le plateau le travail accompli tout au long de l'année. Ces enfants, j'allais dire, c'est la nouvelle génération de la mémoire. L'association des Glières, c'est un passeur de mémoire aujourd'hui. On a très peu de rescapés encore vivants, il nous en reste 7. Donc ils ne sont plus à même de passer cette mémoire. Donc pour nous, c'est très important justement de toutes ces nouvelles générations qui viennent sur le plateau. Ça dure déjà depuis 23 ans, donc c'est un travail qui a été énorme, qui a été fait par l'association, mais aussi beaucoup par le département et surtout par le département. Et ça devient quelque chose de primordial dans l'apprentissage de la citoyenneté. Dédié à la mémoire des résistants, Randoglières a accompagné 40 000 élèves depuis sa création sur ces chemins qui portent encore l'histoire du maquis, l'histoire du bataillon des Glières. Entre nature et devoir de mémoire, une citoyenneté est désormais enracinée sur ce plateau, aboutissement d'un long travail pédagogique pour un mieux vivre en société. On ouvre à présent une large page culture et on commence avec le Festival international du film d'animation d'Annecy qui fête ses 60 ans cette année. Le lancement officiel de l'édition 2021 a eu lieu ce lundi soir à Bonlieu avec la cérémonie d'ouverture. Officiels, professionnels, étudiants, jury étaient présents pour assister à la projection de la romance japonaise José, le tigre et les poissons de Kotaro Tamura. Une avant-première puisque le film sort officiellement en France ce mercredi. Avec une jauge de 65%, la salle était au complet et s'est payée au traditionnel lancer d'avion, comme vous pouvez le voir sur ces images de Fanette de Buisson. Et notre série de la semaine est consacrée tout naturellement aux 60 ans du FIFA. Et pour le premier épisode, direction le château d'Annecy qui accueille une exposition consacrée à Michel Oslo, réalisateur des films Kirikou et Azur et Asmar. Cette exposition réalisée par les musées d'Annecy en collaboration avec l'artiste est la première d'envergure qui lui est dédiée. Reportage de Maureen Alibert. À travers les archives personnelles du cinéaste, les visiteurs découvrent ses inspirations et son parcours. Tout au long de l'exposition, c'est Michel Oslo lui-même qui dévoile les coulisses de son travail. Il présente sa carrière avant de partager son attrait pour les contes, puis quelques années plus tard, pour l'animation. Et si tous les visiteurs ne le connaissent pas, ils se retrouvent pourtant autour d'une seule et même œuvre. Quand j'étais en primaire, on avait travaillé sur Prince et Princesse, et puis il y a Kirikou, tout le monde connaît Kirikou, c'est un classique. Je connaissais Kirikou, mais en rentrant, j'ai découvert que c'était donc de lui, et ça permet de découvrir un peu plus de son univers justement. Kirikou, c'est l'un de mes préférés films et je trouve le dessinateur est sympa. Kirikou, qu'on connaît, et je ne savais pas du tout que c'était ce monsieur qui avait fait les dessins, mais c'est magnifique. Agrémenté par des jeux de son et de lumière, au total 400 œuvres originales sont exposées. L'occasion de découvrir comment Michel Oslo a marqué le film d'animation
et transformer son industrie. Quand Didier Brunner propose à Michel Oslo de réaliser Kirikou et de faire un long métrage, finalement ce film va changer la donne. Quand Kirikou sort, il connaît un grand succès, d'abord en France, puis il est exporté. Et ça montre, que ce soit aux animateurs qu'aux producteurs, qu'en fait on peut faire autrement. On peut aussi faire des longs métrages et ça va permettre de lancer beaucoup de productions en France. On peut penser par exemple aux triplettes de Belleville, des productions de longs métrages qui vont marquer aussi l'international. Une œuvre loin d'être achevée puisque l'exposition se termine sur des extraits de son dernier film, encore en pleine production. Et j'ajoute que cette exposition consacrée à Michel Oslo est à découvrir au Château d'Annecy jusqu'au 11 octobre prochain. On reste dans le domaine du cinéma puisqu'en marge de FIFA, les élèves option cinéma du lycée Gabriel Fauré d'Annecy ont présenté leur film lors de la 11e édition du festival Bon Film, Bon Genre. 12 courts-métrages étaient à l'affiche, mais un seul a remporté le grand prix du jury. Lucas Ruche était présent à la cérémonie de clôture pour célébrer l'avenir du cinéma annécien. Reportage. La joie de voir son œuvre projetée sur grand écran. Les élèves du lycée Gabriel Fauré option cinéma ont eu toute la semaine pour présenter leur court-métrage devant leurs professeurs, camarades et parents. Au total, 12 productions en compétition pour 8 prix distinctifs. Le public a d'ailleurs été amené à voter pour son film coup de cœur. La soirée de clôture s'est achevée par l'attribution de la Palme d'Or du meilleur film. Et c'est œil pour œil. Libres dans la production, les lycéens avaient comme seule contrainte d'évoquer en images le corps adolescent. On s'est vraiment inspiré de nos amis, notre entourage. Le personnage de Adrien et Nico, c'est vraiment les acteurs. On s'est vraiment inspiré d'eux pour qu'ils n'aient pas à jouer de rôle et qu'ils aient juste à rester eux-mêmes, qu'ils puissent faire de l'improvisation et que ça passe pareil. Mais voilà, on a quand même modifié certaines choses pour scénariser. Les prix ont été remis en main propre par Benjamin Parent, réalisateur confirmé. C'est l'occasion de rencontrer une nouvelle génération d'auteurs, d'autrices, de découvrir des talents comme le Grand Prix, la Palme d'Or, qui est un film très bien fait, et donc d'être à la rencontre un peu de l'avenir du cinéma français, de gens qui potentiellement vont pouvoir en faire partie. Mûrés par cette première expérience, beaucoup d'élèves du lycée se dirigeront en septembre prochain vers des études de cinéma. Deux invités Skype pour terminer ce journal. Je suis en liaison vidéo avec Aurélie Lemeur, première adjointe de Chambéry, et Olivier Rougeau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Rougeau, on vous connaît bien sur notre antenne puisque vous êtes infectiologue au Centre hospitalier Métropole Savoie. Mais ce soir, on va parler d'un tout autre sujet beaucoup plus léger puisque vous êtes également le président de l'association Chambéry Solidarité Internationale. Avant d'évoquer le festival La Fibalade, Olivier, un mot sur cette association. L'association donc Chambéry Solidarité Internationale, c'est une association qui porte la coopération avec le Burkina Faso et la ville de Ouaïgouya, mais également avec le Liban. Depuis maintenant 30 ans, on est en partenariat avec cette ville de Ouaïgouya au Burkina Faso. Et il nous tenait vraiment à cœur de maintenir la coopération avec eux dans des circonstances qui sont actuellement compliquées sur le plan géopolitique. Alors, Aurélie Lemeur, le festival a été créé en 1996, il est organisé tous les 2 ans. Cette année, il a dû s'adapter pour pouvoir continuer à vivre sous une forme un peu différente pour devenir le festival La Fibalade. Tout à fait. Donc, les relations internationales à Chambéry, ça se vit et ça se partage avec l'ensemble des Chambériens et des Chambériennes. Depuis 12 ans, ce festival qui rythme l'ensemble de la vie municipale et qui draine plus de 15 000 visiteurs est un temps fort pour partager nos cultures chambériennes et burkinabé et mettre à l'honneur notre jumelage avec la ville de Ouaïgouya. Et c'était donc dans les circonstances effectivement que connaît le pays depuis plusieurs années, encore plus important de trouver les moyens d'organiser ce festival en s'adaptant au contexte de crise sanitaire. Et donc, ça a été pour nous l'occasion de développer de nouveaux formats. Olivier, le festival démarre ce mardi 15 juin, il durera jusqu'au 27.
Dites-nous un petit peu ce que le public va pouvoir découvrir à Chambéry. Alors l'idée, le festival s'appelle d'habitude La Fibala. Là, on est devenu La Fibalade et La Fibalade en ville, c'est-à-dire que ça va être vraiment une animation dans l'ensemble de la ville de Chambéry, avec à la fois un quartier général qui va être Faubourg Montmélian, donc à Chambéry, et puis des magasins partenaires sur lesquels on trouvera de l'artisanat burkinabé. On a besoin vraiment de soutenir nos amis du Burkina actuellement, donc 9 magasins partenaires. Et puis aussi des animations dans la ville avec les bars, les restaurants qui vont se mettre à la couleur de l'Afrique. Le climat actuel s'y porte bien puisqu'on a une température qui se rapproche de celle que nos amis burkinabés connaissent. Et puis aussi réfléchir. Donc il y aura à la fois donc, de l'artisanat, il y aura à la fois des animations culturelles, des contes, des déambulations et puis aussi réfléchir à travers des causeries pour essayer d'aborder la problématique du développement durable, du développement avec l'Afrique, des biens culturels. En particulier, on a une conférence importante autour des biens culturels africains qui ont été spoliés pendant la colonisation et voir comment on pourrait refaire un retour de ces œuvres dans les pays d'origine. Vous venez de l'évoquer, vous proposez donc notamment des déambulations, du spectacle vivant, des causeries, même un cours de cuisine en ligne, une exposition ou encore du cinéma. Cette diversité de programmation, c'est une richesse, j'imagine? C'était vraiment important de faire cette diversité qui soit adaptée au contexte sanitaire. Hein, donc, on est obligé de faire des jauges qui soient limitées. On ne peut pas mettre dans le jardin du Vernet à Chambéry, comme d'habitude, 4000 ou 5000 personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder notre esprit habituel, mais avec vraiment du spectacle vivant, de la déambulation dans les rues, des contes burkinabés, des musiciens burkinabés, et de se sentir un petit peu quand même indirectement au Burkina à travers ces 15 jours qui viennent. Aurélie Lemaire, je rappelle que la ville de Chambéry co-organise ce festival avec l'association, c'est bien ça? Tout à fait. L'ensemble de nos services sont mobilisés. Merci à toutes les directions. Merci aux commerçants qui jouent le jeu du partenariat. Et c'est donc important pour nous de pouvoir animer ces temps de rencontre. Olivier Rougeau l'a évoqué. Nous avons également une autre coopération portée par Chambéry Solidarité Internationale avec le Liban. Depuis 2 ans, nous rentrons d'une mission. Et là aussi, où le pays traverse une crise sans précédent, c'est important pour nous de garder les liens. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon festival. Merci bien. Bientôt. La Fédération française de ski tenait son assemblée générale ce vendredi 11 juin. La FFS en a profité pour valider la mise en place d'un plan de relance à destination des clubs et des licenciés. Une enveloppe d'1 million d'euros a été débloquée pour venir en aide à un secteur fortement impacté par la crise sanitaire. Les licenciés bénéficieront notamment d'une réduction en cas de renouvellement de leur licence. Parallèlement, la FFS a prévu de développer une campagne de communication visant à encourager la reprise des activités de glisse. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place à votre émission spéciale consacrée aux élections départementales. Vous retrouverez ce soir Victoria Lopez pour 2 cantons au programme Montmélian et Sillé. Mercredi et jeudi, vous avez rendez-vous avec Marine Schneider pour le journal. À très bientôt sur nos antennes. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte avec des images du premier survol du Mont-Blanc en avion 100% électrique. Le Vélis Electro, piloté par l'apprentie Amandine Véluz, est propriété de la société Avialp, a survolé la nouvelle zone de protection d'habitat naturel. Merci à Pixpocket pour les images. Vous retrouverez très prochainement un reportage complet dans notre journal.